Bonjour, bonjour et bienvenue donc dans la salle Or, pour ce qui est un temps fort de ce forum, un moment de débat qui permettra peut-être la naissance de réflexions et d'échanges fructueux pour chacun, qui est placé en tout cas en plein dans l'actualité, car depuis plus de 210 jours désormais, le conflit en Ukraine, l'invasion russe en Ukraine se sont invités dans notre quotidien. Depuis le 24 février, des régions, des villes, des visages sont entrés malgré elles, malgré eux, dans notre quotidien. Et avec eux, finalement, l'idée d'une guerre, qu'elle était encore possible à quelques heures de Paris, et de Caen donc. Avec ces visages, on a appris à vivre aussi avec des témoignages glaçants qui disent toute l'horreur de cette guerre. Il y a eu Boutcha en avril, et puis depuis régulièrement, et notamment il y a environ une semaine, 10 jours, ceux de la région de Kharkiv, des fosses communes, des actes dégradants, des traitements inhumains, des exécutions sommaires. C'est le catalogue des crimes rapportés par les équipes de l'ONU au contact des équipes internationales et des équipes ukrainiennes, évidemment. C'est ce qu'a rappelé hier le secrétaire général des Nations Unies en réunion face aux Russes. Donc tout ça a été retransmis à la télévision alors que l'institution onusienne tient son assemblée générale depuis le début de la semaine à New York. Voilà pour la première présentation de ce débat. Face à ces actes, évidemment, il y a le sentiment de l'horreur, un sentiment d'impuissance aussi, bien sûr. Et puis ce questionnement, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'objet de ce débat. À titre individuel, les Français, les Européens ont fait, ils ont accueilli des Ukrainiens, ils ont apporté de l'aide, mais la question est plus large. Avec ce sentiment d'horreur est venu aussi le questionnement, c'est un questionnement qu'on se pose régulièrement. En clair, c'est la question d'aujourd'hui. Comment on fait, comment on peut faire, comment on peut mieux faire? Finalement, pourquoi on n'arrive pas à faire plus ou à faire mieux? Après un peu plus de 210 jours de guerre, le conflit souligne notre impuissance, l'impuissance peut-être des institutions internationales et des organisations dans leur ensemble, plus largement notre fragmentation et la difficulté rencontrée par ces institutions à trouver un consensus et à garantir à la fois la paix et le respect des droits humains au quotidien, et particulièrement dans les conflits. Ça démontre aussi peut-être la nécessité de repenser nos règles de fonctionnement à tous. Pour nous accompagner dans notre réflexion aujourd'hui, son Excellence Vadim Momelchenko, ambassadeur d'Ukraine en France. Bienvenue à vous, merci à vous d'être avec nous. Vous êtes juriste de formation, vous avez conseillé en plus haut lieu dans votre pays. Vous êtes intervenu aussi dans les plus prestigieuses écoles ukrainiennes et vous avez été auditionné en France régulièrement par le Sénat, l'Assemblée nationale notamment, pour expliquer ce conflit. Votre parole est à la fois rare et précieuse. Vous témoignez des besoins qui apparaissent depuis la fin du mois de février. Et nous vous remercions de prendre un peu de votre temps pour venir témoigner, nous accompagner et partager avec nous. Merci à vous du fond du cœur. Ambassadeur aussi, François Rivasso, les relations internationales, c'est lui, et leur fonctionnement n'ont pas de secret pour vous. Vous avez évolué au sein des plus prestigieuses d'entre elles, Nations Unies, OTAN, auprès de l'Union Européenne également, de l'OMS récemment, pendant et après le Covid, si je ne m'abuse. Y a-t-il seulement un après-Covid? Et puis, finalement, c'est une vraie question aussi. Et puis, pendant les discussions sur le nucléaire ou sur le désarmement, cette expérience, vous la partagez régulièrement dans des écoles assez prestigieuses, et votre connaissance des institutions ne sera pas de trop pour nous permettre de comprendre le fonctionnement peut-être des institutions. Eh bien, parfait. Avec nous aussi Céline Bardet. Céline Bardet, nous sommes fiers aussi de nous avoir à nos côtés, et pour cause, les questionnements que je viens de développer ont accompagné tout votre parcours, toute votre réflexion. Ils vous ont poussé à vous engager en tant que juriste et enquêtrice déjà dans les années 90 et par la suite dans le conflit en ex-Yougoslavie notamment, où les mêmes questionnements étaient apparus. Mais ces questionnements, vous en avez fait quelque chose, juriste, enquêtrice criminelle internationale, spécialisée justement dans les crimes de guerre et les crimes internationaux. Vous avez travaillé dans plus de 40 pays pour faire émerger les preuves, les témoignages et les vérités, le viol étant de plus en plus utilisé comme arme de guerre et d'annihilation de l'autre dans les zones de conflit. Vous avez fondé et vous présidez We Are Not Weapons of War. On y reviendra, pour votre engagement et pour votre présence à nos côtés. Un grand merci encore. À l'heure où les témoignages émergent un à un, votre participation à tous nous permettra d'y voir plus clair, et j'inclus bien sûr dans notre participation
Eh bien, Fabienne Keller, une députée européenne qui fait à bien des égards honneur à son mandat européen. Fabienne Keller, vous êtes issue des grandes filières universitaires, Polytechnique, Berkeley. Vous êtes ingénieure, mais vous êtes aussi et surtout une femme politique engagée, mairie de Strasbourg, capitale européenne, en tant que maire, au Sénat en France, mais aussi et bien désormais au sein du Parlement européen depuis 2019. Vous y avez rapidement pris vos habitudes et votre engagement pour les questions d'état de droit ont d'ores et déjà été unanimement salués au sein de l'Union européenne. L'état de droit et la protection des libertés au sein de l'Europe et à ses frontières, plutôt, il va forcément en être question. On rappellera aussi que vous vous êtes rendu sur le terrain en Ukraine et en Moldavie, des expériences qui ont influencé votre action politique et votre engagement. On va y revenir. Voilà pour les présentations. On rappellera qu'en fin de débat, un temps de discussion, de questions-réponses sera ouvert au public. C'est la richesse du forum. Une participation assez précieuse pour chacun, pour peu qu'on accepte, je le rappelle quand même, l'idée de l'échange et de la discussion dans l'écoute et le respect plutôt que celui de l'affrontement. Voilà. Alors au fur et à mesure de ces débats, des idées vont apparaître, des questions aussi, vous pouvez les noter pour les poser en fin de débat, ça vous permet d'éviter de l'oublier, comme ça m'est arrivé l'an dernier avec quelqu'un qui me disait j'avais une super idée, puis voilà. Donc n'hésitez pas à les noter et à les poser. En fin de débat, on a 1h30 devant nous, 1h30 c'est à la fois très long et bien court. Donc je vais demander à tout le monde, et c'est valable pour moi aussi, de rester assez concis afin que la parole circule. Et ma première question, ça ne sera a priori pas une question d'ailleurs, mais depuis une dizaine de jours, les Ukrainiens ont récupéré des territoires dans la région de Kharkiv notamment. On y a découvert des fosses communes, des chambres de torture. Ma question est assez simple, je vais vous la poser à vous, Vadim Omelchenko, qui êtes le représentant de l'Ukraine en France. Quelle est la situation à ce jour, à l'heure où nous nous parlons, en Ukraine? Merci. Monsieur le vice-président, mesdames les députés, chers collègues, chers messieurs, jeunesse française, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, en Normandie plutôt. Et quelques mots au sujet de la situation en Ukraine. Si vous permettez, j'ai préparé mon discours. Quand j'ai vu beaucoup de jeunesse ici, j'ai décidé de parler en direct avec vous. Знаєте, це не випадково, що мені дуже, скажімо так, гарно, що ми збираємось саме в Нормандії. Vous savez, ce n'est pas par hasard et c'est très symbolique que nous nous réunissons ici en Normandie. Я дуже люблю Нормандію. J'aime beaucoup Normandie. Але кожного разу я помічаю рани, які залишилися після війни. Mais à chaque fois, je vois encore, je fais constat des blessures qui y restent toujours. І коли я бачу це, я думаю, на скільки років ці рани збережуться в Україні. Et quand je vois ces cicatrices ou les traces de ces blessures, je me pose la question, à combien de temps est-ce que ce genre de cicatrices vont rester en Ukraine? Зруйновані будинки, Des maisons, des foyers détruits, зруйнована ворожа техніка, le matériel de l'ennemi détruit, яку ми бачимо на пляжах Нормандії. que nous pouvons voir sur les plages en Normandie. Але ще одне нас об'єднує з Нормандією, більш в позитиві, що саме в Нормандії почався процес звільнення. Mais il y a encore un élément qui nous réunit avec Normandie, c'est que, et c'est une chose, c'est un élément très positif, c'est que c'est par Normandie que le processus de la libération a commencé. Знаєте, я знаю, що Нормандія була дуже зруйнована, найбільш зруйнована у Франції. Je sais que Normandie était très détruite et c'était la région parmi les plus pauvres et les plus détruites en France. Тому що війна – це страшна історія, страшна. Parce que la guerre, c'est une chose dramatique. Вона починається, а потім вже не зрозуміло, хто що руйнує.
la guerre commence et puis ce n'est plus clair qui détruit quoi. І якщо вона почалася, Друга світова почалася з безглуздих, шизофренічних ідей Гітлера, Et si la Seconde Guerre mondiale a commencé par des idées schizophréniques de Hitler, то зараз такі самі ідеї просто під копирку, тому що вони багато в чому копіюють саме фашистську Німеччину. aujourd'hui, c'est le même genre d'idées qui font bouger les choses. On dirait des copies, parce que c'est vrai aussi que les auteurs de cette guerre, ils copient beaucoup l'Allemagne nazie. І вони навіть це не приховують. Et ils ne le cachent même pas. Так от, винуватий той, хто розв'язує війну. Alors, coupable est celui qui déclenche la guerre. І от чому я кажу, що нас поріднює Нормандія, у нас є своя Нормандія, це зараз Харків. Et pourquoi je parle de ces parallèles avec la Normandie, c'est que nous avons notre propre Normandie, nous avons la région de Kharkiv. Тому що саме з цього регіону почався великий наступ українських військ. Parce que c'est bien par cette région que la grande contre-offensive et l'offensive ukrainienne a commencé. Ви маєте зрозуміти, я до молоді звертаюся, переважно звертаюсь до молоді. Vous devez comprendre, et là je m'adresse en premier lieu à la jeunesse. Ви маєте знати правду, що вони, росіяни, вони планували за 3 дні окупувати всю Україну. Vous devez connaître la vérité, c'est que les Russes, ils avaient prévu prendre le contrôle de l'Ukraine, de tout le territoire en 3 jours. Фактично анексувати. Et annexer ces territoires de fait. Але, як ви бачите, нічого у них не вийшло. Mais comme vous le voyez, ils ont échoué. Звісно, знаєте, вони мали перевагу в людях, в техніці. І на думку всіх наших навіть західних партнерів, у України не було шансу. Bien sûr qu'ils avaient des avantages en termes d'effectifs, du nombre d'effectifs, du matériel, et même selon nos partenaires à l'Ouest, les premiers jours, c'était cette idée que l'Ukraine n'avait pas de chance. Ніхто не врахував одну річ. Це дух того, що вам знайоме, це дух резистансу. Mais personne n'a pris en compte un élément que vous connaissez bien, c'est l'esprit de la résistance. Народ об'єднався і дав відсіч. Le peuple s'est réuni et il a riposté. У нас було дуже багато випадків, коли російські танки заходили в міста і містечка, і їх люди зупиняли голими руками, без зброї. Il y avait beaucoup de cas où les chars russes rentraient dans les villes ou dans les villages et c'était des civils non armés qui les arrêtaient. І от зараз пройшло півроку, і українська армія пішла в наступ. Et aujourd'hui, 6 mois ont passé depuis, et c'est l'armée ukrainienne qui est passée en offensive. І так само, як це було тут в Нормандії, це тільки початок. Et de même façon, comme c'était ici en Normandie, il ne s'agit que du début. І буде продовження, і ми будемо гнати ворога аж до того, як не звільнимо всю територію України. Il y aura bien sûr une continuation et on va chasser notre ennemi jusqu'à ce que tous les territoires ukrainiens soient libérés. А тепер я ще 2 слова скажу. Je veux rajouter encore quelques mots. Значить, у цієї війни для України є декілька вимірів, аспектів. Dans cette guerre pour l'Ukraine, il y a plusieurs aspects, plusieurs dimensions. Перший – це військовий аспект. La première dimension, c'est l'aspect militaire. Другий – це гуманітарний аспект. La deuxième, c'est l'aspect humanitaire. Одну цифру я вам скажу. 12 мільйонів людей, в тому числі дітей, жінок, вони були вимушені покинути свої домівки і шукати притулку і порятунку в інших містах. Половина з них перебуває в Європі. Je peux vous donner ce chiffre. Il y a 12, même plus que 12 millions de personnes, premièrement des femmes et des enfants,
qui ont été obligés de quitter leur foyer, leur ville et village et se déplacer. La moitié de ces personnes se sont retrouvées en Europe. І тут частина така проблема. Я коли вас побачив, я згадав, що ми вже декілька тижнів серйозно думаємо, що нам робити з молоддю, такими вашими... Et il y a une sorte de problème. Quand je vous ai vu, je me suis dit, mais ça fait déjà quelque temps que nous posons cette question, qu'est-ce qu'on va en faire de notre jeunesse? І ви мене зрозумієте, тому що спроєктуйте цю ситуацію на себе. Et vous me comprendrez si vous projetez cette situation sur vous-même. Коли приїхали сюди маленькі діти, вони йдуть до школи французької, дуже швидко адаптуються, вчать мову і так далі. Quand il y a des petits enfants qui sont arrivés ici, eux, ils rejoignent l'école française. Ils sont petits et ils sont ils sont capables de s'adapter très vite. А коли приїжджають такі, як ви, такого віку, як ви, люди. Mais quand il y a les personnes de votre âge qui arrivent, От що для вас важливо зараз в житті? qu'est-ce qui est important pour vous personnellement dans la vie, là maintenant, en premier lieu? Я спробую здогадатися. Це друзі. Je vais essayer de me douter. Ce sont vos amis. Це спілкування. C'est les communications, les échanges avec vos amis. І уявіть собі, ви не по своїй волі переміщаєтесь на 3000 кілометрів. Et imaginez-vous, ce n'est pas de votre propre volonté que vous vous déplacez à 3000 km. І ви не знаєте, що вам робити. Ви сидите перед екраном таблет, комп'ютера. Et vous ne savez quoi faire parce que vous êtes devant votre tablette ou votre écran de l'ordinateur. У вас немає бажання вчити мову іноземну, хоча це можливість нібито. Vous n'avez pas l'envie d'apprendre une langue étrangère, n'empêche qu'on dirait il y a cette opportunité formidable. Ваші друзі розкинуті по всьому світу. Vos amis sont dispersés dans le monde entier. Деякі з них загинули. Il y en a qui sont morts. І у вас є одне прагнення, щоб це якомога швидше закінчилося, щоб повернутися додому. Et vous n'avez qu'une envie, c'est que ça finisse le plus tôt possible et que vous retourniez à la maison, До друзів. vers vos amis. І ми бачимо, що, на жаль, наша молодь, яка тут, ми бачимо тих, хто у Франції, вашого віку, вони всі на очах руйнуються. Et malheureusement, nous voyons nos jeunes Ukrainiens qui se trouvent ici en France, par exemple, on les voit se détruire. Це такі самі хлопці і дівчатка, як ви. Ce sont les gens, des garçons et les filles comme vous. До речі, українська молодь, вона дуже продвинута. Par ailleurs, les jeunes Ukrainiens, ils sont très avancés. І я думаю, що якби ви спілкувалися з молодими українцями, вам було б цікаво, це б розвивало вас. Et je pense que si vous connaissiez les jeunes Ukrainiens, ça vous intéresserait, ce serait passionnant. Все, я закінчив. Вибачте, що Excusez-moi, я забрав багато часу. j'ai fini, je vous demande pardon Мені d'avoir було pris важливо beaucoup de temps, mais звернутися c'était до молодих, important щоб pour вони... moi de m'adresser Є aux факти, jeunes, є parce qu'il y a bien sûr les faits, військові обставини, les détails militaires, але нас треба спробувати зрозуміти, Mais щоб il faut- потім c'est було- important que vous ne compreniez notre problème pour que vous ayez l'idée pour après. Я вибачаюсь. Je vous demande pardon. Bien, merci à vous pour cet éclairage. Et effectivement, oui, je pense que c'est un témoignage qui nous touche tous, évidemment, au plus profond. Je vais en parler avec Fabienne Keller, qui est à mes côtés, députée européenne. Vous êtes rendue sur le terrain à Lviv, mais aussi auprès des réfugiés en Moldavie. On reviendra sur l'action de l'Union européenne qui a été obligée de se réinventer dans ce conflit, mais je voudrais parler à la femme, à l'européenne, la femme engagée que vous êtes. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ce discours au regard de ce que vous avez pu vivre sur le terrain? Alors je voudrais, pour
répondre à votre question, saluer à travers l'ambassadeur le peuple d'Ukraine qui nous donne un extraordinaire exemple, je dois dire, de résistance, de courage, d'engagement, qui se bat d'une part et qui résiste aussi. Il y a ces Ukrainiens qui sont accueillis en France, qu'on apprend à connaître. Moi, je vis à Strasbourg. Il y en a pas mal, parce qu'il y a pas mal d'Ukrainiens qui vivent à Strasbourg à cause de la présence du Conseil de l'Europe. Je suis sûre qu'il y en a ici en Normandie, mais ils sont bien accueillis, ils participent, donc les choses se passent plutôt bien, même si parfois ils ont le mal du pays, et ils nous parlent des papas, des maris qu'ils ont envie d'aller soutenir, ou parfois des aînés aussi, parce qu'ils ont un petit peu le sentiment de les avoir laissés seuls, eux qui ont décidé de traverser la frontière. Donc effectivement, je me suis rendue à Lviv, donc c'est la capitale de la province la plus à l'ouest, et je me suis rendue avec un collègue député européen. Alors ici, en face de moi, j'ai une députée européenne, mais elle est normande, c'est Stéphanie Yoncourtin, mais là, c'était un collègue roumain. Et en fait, pour les Roumains, ils se sentent extrêmement proches des Ukrainiens. Donc c'est tout à fait naturel d'aller les voir, de les aider. C'est un jeune collègue qui a créé un réseau social sur Facebook. Il a demandé qui était prêt à aider les Ukrainiens. Et c'est ainsi qu'il a fédéré 3000 volontaires. C'est impressionnant. Et moi, je suis allée avec lui pour voir comment il faisait ça, avec un certain nombre de bénévoles sur place. Ces volontaires soit prêtaient leur voiture, en fait acceptaient de transporter des dames, en général dames et enfants, vers la destination qu'elles souhaitaient dans l'Europe de l'Union européenne, soit ils s'engageaient pour collecter des affaires, donc beaucoup d'affaires pour les bébés, de lait, de couches, beaucoup de médicaments aussi qui sont très demandés, et il anime en fait 10 points de redispatching de ces produits qu'ils ont pu recueillir. Soit ce sont vers des centres, soit vers des locaux qu'ils ont trouvés dans différentes villes et qui soutiennent des personnes qui elles-mêmes sont logées de manière diffuse. Alors en Roumanie, en Moldavie, et alors en Ukraine, c'est très organisé parce qu'il faut apporter certains objets, c'est organisé au niveau central, certains produits sont demandés. Et j'ai pu rencontrer également le gouverneur de cette province, et j'en rediscutais avec vous à l'instant, monsieur l'ambassadeur. J'avais été très touchée par le fait que lui demandait à ce qu'on aide les Ukrainiens pour que l'école puisse redémarrer, puisque l'école est assez perturbée. Une partie a été détruite, une autre sert parfois de lieu d'accueil pour les déplacés. C'est une idée qu'on n'a pas trop en France, mais moi j'étais impressionnée par ces déplacés, puisque quand j'étais à Lviv, j'ai visité un centre d'accueil de personnes qui venaient d'une région en guerre très, très forte, très dangereuse, et qui occupait une école. Donc ça veut dire que l'école ne peut pas fonctionner. Toute l'Ukraine est en guerre, en fait, parce que soit c'est la guerre en direct avec les soldats russes en face, soit en fait leur vie est complètement bouleversée par les conséquences de la guerre. Et aller sur le terrain, c'est quelque chose qui a été important pour moi, parce que c'est quelque chose que nous pratiquons au Parlement européen. Je sais que Stéphanie aussi aime beaucoup aller voir, sentir, et nous avons la chance d'avoir des collègues qui sont dans tous les pays. L'Ukraine, elle est vraiment juste à côté de l'Europe. En plus, il y a historiquement, une partie de l'Ukraine était dans le même pays que la Roumanie, comme la Moldavie. La Moldavie aussi, qui était un pays très pauvre, où j'ai pu visiter un centre de réfugiés. Eh ben, les Moldaves sont extrêmement accueillants, mais les familles accueillies étaient très soucieuses de pouvoir aussi, dès que possible, rentrer, et très inquiètes de la situation de la Transnistrie, qui est cette zone au nord, c'est une bande entre l'Ukraine et la Moldavie, mais qui pourrait être elle aussi reprise par les Russes, puisqu'il y a une population assez favorable à la Russie qui y habite et qui est assez importante. Donc je voudrais, c'est modeste, mais merci de m'avoir posé cette question pour partager un ressenti humain. Ces Ukrainiens qui nous demandent aussi de rejoindre l'Europe, montrant combien notre projet européen est au fond un modèle. On l'avait
un peu oublié, hein, Stéphanie, depuis que les Britanniques nous avaient dit qu'ils ne voulaient pas rester avec nous. Mais cette envie d'Europe, exprimée aussi par la présidente moldave, par la présidente géorgienne, c'est quelque chose de très fort et ça nous rappelle notre responsabilité. Nous qui sommes dans une société démocratique, où quand même des services de base, j'espère ne choquer personne, mais la santé, le logement, l'éducation sont assurés. Ben non, tout le monde n'y a pas accès, et même très proche de nous. Donc le peuple ukrainien vraiment mérite tout notre soutien. Mais oui, on y reviendra forcément. Céline Bardet, je me tourne vers vous. Je vous voyais acquiescer et très ému tout à l'heure à l'évocation de la situation en Ukraine qui était faite par notre invité, M. Omelchenko. Et finalement, ces témoignages vous touchaient au plus profond, vous qui connaissez et êtes au contact depuis très longtemps finalement à des choses assez violentes, assez terribles. Vous êtes engagé dans cette voie de juriste international justement face à la violence. À l'époque, c'était le Rwanda ou les Balkans. Ces témoignages de monsieur l'ambassadeur, et puis ces témoignages aussi plus violents, ceux-là, ces derniers jours, sur les exactions dans des zones libérées, vous les avez déjà connus, je les ai connus comme observateur aussi, on les oublie jamais, avec toujours des violences assez difficiles à évoquer, et avec toujours aussi le viol comme arme de guerre. À chaque fois, désormais, il y a le viol contre la femme, et le viol aussi contre l'homme, à chaque fois pour le nier. C'est ce contre quoi vous vous battez désormais. Et c'est ce qu'on est en train de redécouvrir finalement. Oui, on l'a redécouvert malheureusement avec l'Ukraine. Avant tout, moi je voulais vous remercier. C'est vrai que ça m'a beaucoup émue, je suis désolée, ça m'arrive rarement. Et j'ai trouvé aussi très touchant de parler aux jeunes. Ça m'a beaucoup touchée. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le conflit en Ukraine et que ça nous touche, nous, en Europe particulièrement. Mais on a beaucoup de conflits aussi ailleurs. Et comme vous le disiez aussi, je pense que c'est important de comprendre combien l'Union européenne est importante. On est en paix dans ce petit cercle, il ne faut pas l'oublier non plus. On a nos arrière-grands-parents ou vous qui êtes encore plus jeunes, qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça, c'est hyper important et c'est essentiel. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée aussi que vous vous adressiez aux jeunes parce que c'est vous demain, quoi. Et ces choses-là, elles sont loin. Les jeunes qui vivent en l'Union européenne, ils ne connaissent pas les conflits. Et en même temps, on a l'impression que c'est terminé, qu'on en est débarrassé. Et puis, pouf, non. Et il y a autre chose. Je me souviens d'une première ministre croate qui avait eu dans un forum cette phrase aussi où elle avait dit, voilà, nous, on était un pays civilisé, enfin voilà, elle disait, mais jamais, presque pas je rigolais, mais jamais j'aurais pensé que de la barbarie arriverait dans mon pays, et puis c'est arrivé. Donc je dis pas ça pour dire attention, ça va arriver, mais je trouve que c'est important, et je m'excuse encore pour mon émotion, mais voilà, ça m'a touchée, et ça m'a touchée aussi parce que, bien sûr, les victimes, la guerre, c'est les gens, c'est la vie des gens, c'est les déplacés, c'est l'horreur qu'on vit. Combien de temps on met à réparer ces blessures? Ben jamais. La réalité, c'est ça. Il y a une chose que je voulais vous dire, c'est vous dites, vous avez mentionné militaire, l'humanitaire et les déplacés, et puis après il y a aussi la justice. Je pense qu'on en parlera, qui est un élément important. Mais voilà. Pour revenir sur les violences sexuelles, oui, je travaille beaucoup sur ces questions-là maintenant avec mon ONG, mais je travaille de manière générale sur les crimes de guerre. Et c'est vrai que l'Ukraine nous a ramenés à ça, dans la région de l'Europe. On l'a vécu aussi dans les Balkans, et effectivement, le viol c'est particulièrement fort en Ukraine. On est dans un crime d'agression, et on est clairement dans une politique aussi d'humiliation et de destruction, en fait, d'une forme de culture et de nation. Et le viol, c'est aussi ça. C'est humilier l'autre dans ce qu'il a de plus intime, de plus profondément intime, et de le détruire totalement, et de détruire aussi tout son entourage, toute sa communauté, etc. Donc les viols, ils sont commis en Ukraine dans le cadre des multiples violences qui sont commises.
Et voilà, et je ne sais plus du tout ce que c'était votre question en fait, mais il n'y en avait pas vraiment. C'était une question. Mais en tout cas, je pense que c'est extrêmement important d'être là, de partager ces valeurs-là et de comprendre aussi que quand on a déjà basculé dans la guerre, j'ai envie de dire, c'est presque trop tard. En fait, les traces et les blessures, elles sont très fortes. Donc la question après, c'est comment on finit ça ? Et ça, c'est une vraie question. Comment on va se sortir de ça ? Et comment, comme vous l'avez bien dit, on va essayer de réparer ? Et c'est vrai que je me répète et tout ça, mais ce que vous avez dit sur les jeunes, c'est très touchant parce qu'on parlait des Balkans, par exemple. On voit très bien aujourd'hui, 30 ans, si je ne me trompe pas, presque après la fin du conflit, je n'arrive plus à compter, les jeunes qui ont soit vécu ce conflit très très jeune, donc vécu des déplacements, vécu exactement les mêmes choses. D'ailleurs, on a, nous, en Europe, accueilli beaucoup de Bosniens, etc. Ces jeunes, aujourd'hui, ils ont encore ces traces-là, et c'est extrêmement important d'accompagner à travers un processus de justice, à travers des processus de réparation et de reconstruction d'une société, parce que la véritable question après, c'est comment on revit tous ensemble et comment on reconstruit et on fait société. Merci Céline. Merci à vous. On est donc en plein cœur de notre sujet, puisque on parlait de la désapprobation, de l'émotion, de la désapprobation à l'action. C'est là que je me tourne vers vous, François Rivasso, je suis désolé, hein, mais sur justement comment on fait, comment on se réforme. Alors c'est totalement d'actualité, puisque on est dans une semaine d'Assemblée générale des Nations Unies à New York, et ça a été quasiment évoqué en permanence. Évidemment, l'Ukraine était au cœur des discussions, et le reste jusqu'à la fin de cette Assemblée générale. Mais comment on fait ? Comment on se réforme ? Comment on dépasse la simple désapprobation ? Comment on passe à l'action ? Est-ce qu'il faut se réformer ? Alors là, on parle de l'ONU. Le président Joe Biden, le président américain, lui-même a appelé à une réforme des Nations Unies. Est-ce que et du Conseil de sécurité. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourra améliorer l'action ? Ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres moyens de parvenir à nos fins et à agir ? Merci beaucoup et merci à vous tous d'être là. C'est un très grand honneur pour moi d'être avec vous. Et c'est un moment émouvant, bien sûr, comme chaque fois qu'on parle de sujets aussi sérieux. Moi, je me rappelle ce que me rappelaient mes parents, mes grands-parents. Je viens d'une famille de résistants. Et comme j'ai l'avantage d'être un peu plus vieux que la moyenne de l'assistance, je m'en souviens un peu plus. Donc je suis moins surpris parce que finalement, nous devons prendre conscience qu'en Europe, nous avons vécu une période exceptionnelle. Mon métier m'a amené depuis plus de presque 40 ans maintenant à travailler presque exclusivement sur les guerres, pour les limiter, pour essayer précisément pour agir, pour ne pas faire seulement ne pas être seulement dans le jugement, dire c'est pas bien, ça doit s'arrêter, il faut se réformer, ça va pas. Bon, après, il faut dire autre chose. Il faut dire qu'est-ce qu'on peut faire, hein. Une vieille question que partagent les Ukrainiens et les Russes. Что делать, que faire, hein. Eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. La première chose, c'est de se dire qu'on n'a pas attendu quand même le conflit ukrainien, qui est très spécial et particulièrement grave. Mais c'est la première fois qu'un pays membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie, attaque un pays voisin pour lui voler du territoire. Si vous regardez, depuis 1945, ça n'était jamais arrivé. C'est la première fois, c'est pour ça que nous sommes face à un conflit particulièrement important pour la société internationale. Mais ce n'est pas la première fois. Des conflits humanitairement encore pires que l'Ukraine, si je peux me permettre de dire tout conflit humanitaire est inacceptable, hein. Mais il y a des conflits, le génocide rwandais, les 5 millions de massacres au Cambodge, la guerre éternelle en Somalie, un certain nombre de pays africains ou du Proche-Orient ont raison de nous dire que voilà, c'est bien beau de nous émouvoir maintenant, mais on aurait pu s'émouvoir un peu plus tôt. Et ils ont raison, on aurait dû s'émouvoir un peu plus tôt et on serait peut-être un peu plus efficace aujourd'hui pour répondre au conflit ukrainien d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, qu'est-ce qu'on fait déjà ? Il faut savoir ce qu'on fait déjà pour en faire plus.
Alors, il y a bien sûr l'action humanitaire classique. Il ne faut pas penser que c'est nul, que ça ne sert à rien. Il faut voir comment ça fonctionne, voir les gens qui pleurent quand ils reçoivent de l'eau ou du pain, pour comprendre que c'est quand même déjà une fonction essentielle. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? C'est évident, il faut donner beaucoup plus d'argent. Le système international, ce qui, moi, me frappe, parce que je le vois fonctionner depuis 35 ans, c'est qu'il fonctionne avec très peu d'argent. La ville, on cite toujours cet exemple classique, que le service de pompiers de la ville de New York a un budget plus important que les Nations Unies tout entières, enfin que le secrétariat des Nations Unies tout entière. Ça donne une idée de tout ce qu'on peut faire si on donne un peu plus d'argent. Mais est-ce que vous, monsieur, est-ce que vous, les jeunes, est-ce que vous êtes prêts à donner un petit peu plus d'argent, à ce qu'on dépense un peu moins d'argent pour améliorer la 4G, pour qu'elle passe à la 5G ou pour goudronner les routes, et à donner un petit peu plus aux organisations internationales? Si on veut que les organisations internationales fonctionnent mieux, il faut leur donner d'abord un petit peu plus d'argent. Alors, il y a l'action humanitaire, il y a l'action des juges internationaux. D'ailleurs, on en parle beaucoup à propos de l'Ukraine. Depuis le tribunal de Nuremberg en 1945 jusqu'au tribunal pénal international sur la Yougoslavie, le Rwanda ou le Liban où il y en a eu d'autres, en Libéria par exemple. On a la capacité de le faire, l'outil existe. Pour essayer de faire prévaloir des règles morales et éthiques, on a quand même des débats très très importants au Conseil des droits de l'homme, par exemple. Il ne faut pas attendre du Conseil des droits de l'homme qu'ils punissent les gens avec un martinet ou qu'ils les envoient en prison. Non, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de dire où est la morale, de dire où est le bien, comme on dirait. Eh bien, donc on a des outils au niveau international. On a beaucoup d'agences spécialisées qui interviennent. Pas seulement le Haut Commissariat aux réfugiés ou le Comité international de la Croix-Rouge. On en a d'autres qui, chacune, essaie de faire quelque chose pour le développement, pour secourir, pour rétablir les conditions économiques. Lorsque cette guerre va se terminer, monsieur l'ambassadeur, il va falloir reconstruire l'Ukraine comme on a reconstruit l'Europe. J'espère que vous me comprenez. Peut-être que vous pouvez traduire si par hasard l'ambassadeur a un petit peu de problème à saisir mon débit. Il va falloir reconstruire, il va falloir donc mettre en place des circuits de financement, mais ces circuits de financement, ils sont prêts à fonctionner. L'ONU est prête à faire ça. Les organisations régionales sont prêtes à faire ça. Il ne faut pas voir d'ailleurs dans la société internationale que l'ONU. Il y a aussi toutes les organisations régionales qui, au-dessous, y compris en Afrique, y compris en Amérique latine, et bien sûr en Europe, l'Union européenne étant la plus efficace d'entre elles sur le plan économique, l'OTAN jouant son rôle sur le plan militaire, sont des organisations qui existent. Il faut les faire fonctionner. Et pour les faire fonctionner, eh bien, il faut être volontaire. Il faut du volontarisme. Alors voilà, moi ce que je pense, c'est qu'on a les outils, mais il faut, quand on a les outils, il faut de la volonté et de l'argent et des moyens. Et c'est ça qui aujourd'hui nous fait un petit peu défaut. Alors on dit toujours qu'il faut réformer le Conseil de sécurité. Et c'est vrai qu'il faut réformer le Conseil de sécurité. La France le dit depuis 1993, tous les ans. Sans en rater une seule année, on le dit, il faut réformer le Conseil de sécurité, parce que c'est vrai que depuis la dernière réforme, qui date de 1963, alors c'est vieux quand même, maintenant ça fait 60 ans, depuis 1963, il y a eu beaucoup d'États nouveaux qui sont devenus indépendants. Voilà, le Conseil de sécurité n'est plus aussi représentatif qu'il devrait l'être. D'un autre côté, c'est pas ça qui va faire fonctionner le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, ce qui le paralyse, c'est pas tellement d'être pas représentatif, c'est d'abord le droit de veto. Alors beaucoup de gens disent qu'il faut supprimer le droit de veto. Moi je vous dis, tel que je l'ai vu fonctionner, c'est idiot de dire qu'il faut supprimer le droit de veto. Si on supprime le droit de veto, on en revient à 1914, 1918, à la Société des Nations. On sait que ça ne marche pas, parce que si on n'a pas de droit de veto, on n'a pas de droit de décision. Donc on est condamné à l'impuissance. On a cherché à créer d'autres organes. Regardez le G7, le G20, que sais-je encore. Ça ne marche pas, il faut que tout le monde soit d'accord. Vous n'arriverez jamais à avoir tout le monde d'accord. Ce n'est pas un veto, c'est le veto de tout le monde. Le droit de veto, c'est ce qui permet à l'ONU d'être un petit peu efficace. Elle ne l'est pas beaucoup, mais elle l'est quand même un petit peu. Donc c'est ce qui garantit son existence. Et au-delà de l'ONU, Conseil de sécurité, n'oubliez pas que l'essentiel de la gouvernance mondiale, ce n'est pas le Conseil de sécurité. L'essentiel de la gouvernance mondiale, je me rappelle, il y a 2 ans, des Gilets jaunes sont venus me voir et ils m'ont dit à quoi ça sert
de travailler à l'ONU à Genève. Alors j'aurais sorti mon téléphone et j'aurais dit, voyez, ça fonctionne avec un réseau Internet qui est donné par l'ONU, par l'Union internationale des communications. Vous y trouvez la météo qui est donnée par l'ONU, l'Organisation mondiale de la météorologie mondiale. Vous pouvez écouter des chansons grâce à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Vous pouvez acheter des médicaments grâce à l'Organisation mondiale de la santé. Vous pouvez partir en congé de vacances avec vos parents, vous les jeunes, ou tout seul, grâce à l'Organisation internationale du travail qui a réglé les congés payés. Il n'y a pas une heure dans votre vie où vous ne fonctionnez pas en étant influencé par une décision qui a été prise par les organes spécialisés de l'ONU. C'est ça la vraie richesse des Nations Unies, c'est là que ça pèse. Et c'est ça qu'il faut arriver à préserver. Le Conseil de sécurité, si on y arrive, c'est bien. Pendant 20 ans, comme il n'y avait plus que les États-Unis qui étaient au pouvoir de 1990 à 2010, on arrivait à le faire fonctionner sur beaucoup de sujets, pas sur le conflit israélo-palestinien, par exemple. Les États-Unis continuent à mettre les vétos systématiquement. Donc ce n'était pas une recette miracle absolue. Mais voilà, il faut accepter que la société internationale n'est pas parfaite et que le droit de veto symbolise cette imperfection, mais c'est aussi la garantie de sa survie. Voilà. Alors je souhaite qu'à l'issue de cette réunion, que je remercie encore la région Normandie d'avoir organisée, je souhaite que nous repartions tous avec la volonté d'en faire un peu plus, parce que c'est vraiment ce qui est nécessaire aujourd'hui. Alors en faire un peu plus, en faire un peu mieux. Je vais me tourner vers l'Europe, vers vous, Fabienne Keller, parce que l'Union européenne, elle a dû se réinventer assez rapidement. Alors pour avoir des désapprobations, des réactions, ça a été assez rapide. Mais il y avait toujours cette ligne rouge. Agir sans passer pour un belligérant aux yeux de la Russie, c'est la difficulté aux yeux de beaucoup d'Européens, finalement, notamment qui souhaitent parler d'une même voix. Alors il y a le veto aux Nations Unies, il y a la majorité au niveau du Conseil donc, des chefs d'État et de gouvernement européens. On pourra y revenir, mais c'était difficile de parler d'une même voix, et notamment pour certains qui avaient les Russes comme voisins. Comment finalement on essaye d'agir et de se réinventer quand on a la Russie comme voisin et que le pays agressé se réclame de nos valeurs, mais qu'il faut quand même éviter un conflit et un emballement du conflit? Alors c'est une question très, très importante. Comme vous le dites, l'Europe a été très active. Je vais peut-être donner quelques éléments, mais n'a pas voulu prendre le risque de rentrer dans une guerre qui aurait pu être mondiale, hein, si l'Europe s'engageait directement. L'Europe a répondu vite. On a dû prendre, Stéphanie, la première résolution dès le mois de mars, hein, je pense, au Parlement européen. On se réunit en plénière à Strasbourg tous les mois. Donc, dès la première plénière, on a pris une résolution très forte de soutien au peuple ukrainien. Et les trains de sanctions sont arrivés aussi vite. On est à 6 et on est en train d'attendre le 7e paquet de sanctions. Je me tourne vers ma collègue Stéphanie Yoncourta, puisqu'elle est dans la commission économie et finances, où elle joue un rôle très important. Et évidemment, il y avait des intérêts économiques qui allaient dans le sens inverse. Donc son travail était tout à fait stratégique pour répondre vite et fort en menaçant la Russie, notamment sur tout ce qui concerne les importations de gaz. Et vous connaissez tous la situation. Certains pays sont très dépendants de ces importations, notamment l'Allemagne, aussi pas mal de pays de l'Est, donc membres de l'Union européenne. Donc ils ont hésité, mais le Parlement, le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs de gouvernement, conjointement, ont très vite et très fort pris des décisions. Il y a des aides pour le financement de l'armement. Il faut savoir que, heureusement qu'il y a des gens qui plaidaient pour l'Europe de la défense avant. C'est notamment le cas du président de la République française qui avait mis ce point très fort à l'ordre du jour de la présidence française de l'Union européenne qui avait lieu au premier semestre. Il se trouve que la rencontre programmée était à Brest début mars. Donc, la feuille de route, ce qu'on appelle la boussole stratégique, c'est-à-dire la description de ce qu'on veut ensemble en termes de défense, a été profondément renforcée par la réalité de la guerre en Ukraine. Mais il y avait déjà des fonds qui avaient été créés. C'est notre collègue Nathalie Loiseau qui préside la sous-commission de la défense et qui sont utilisés pour financer notamment la Pologne et les autres pays
qui donne des armements à l'Ukraine. Notre présidente Roberta Metsola a été parmi les tout premiers dirigeants, juste après les voisins, hein, le Premier ministre polonais, tchèque et je ne sais plus quel était le troisième pays qui était venu, peut-être autrichien, à se rendre à Kiev. Elle a été très impressionnée. Moi, je suis dans le bureau, on en a parlé juste après de ce voyage assez long en train, avec des arrêts pour ne pas prendre de risques, pour rencontrer Vladimir Zelensky, bien sûr, mais aussi le Parlement, qui est la Rada, le Parlement ukrainien. D'ailleurs, il y a maintenant un partenariat entre le Parlement européen et la Rada pour les aider s'ils en ont besoin, notamment sur le plan informatique, sur le plan technique et en termes d'organisation. Et puis, très vite, cette directive d'accueil temporaire, ce mécanisme par lequel tous les Ukrainiens souhaitant s'enfuir, donc notamment les femmes, enfants, personnes âgées, ont pu traverser la frontière avec l'Europe et être là, protégés et bénéficier d'un accueil. Donc c'est 6 mois renouvelables. Maintenant, beaucoup de gens sont au premier renouvellement. Et ont à ce moment-là une couverture en termes de santé, d'accueil, de logement, et aussi, bien sûr, dans les écoles. Mais je voudrais dire aussi que vous évoquiez les pays limitrophes, hein, Finlande, Suède, les pays baltes, la Pologne, ont une frontière commune avec l'Ukraine. Donc, d'une part, ils ont connu, bien sûr, les déplacements des populations qui souhaitaient réfugier, mais ils ressentent aussi très fortement ce qui se passe, parce qu'ils y ont des amis, parce que, vous savez, il y a déjà pas mal d'Ukrainiens, en fait, qui travaillaient dans l'Union européenne, notamment en Pologne. Il y a 800 000 Ukrainiens qui vivent en Pologne, et il y en a 1,3 million qui travaillent régulièrement en Pologne. Donc, il y a une connaissance, il y a une proximité, une famille, des amis, des proches. Et cela, comment dire, mais nos collègues l'ont exprimé très directement, très simplement. On a beaucoup manifesté, mais c'était souvent l'initiative de nos collègues polonais, baltes, etc. Il faut souligner que dans les pays européens, il n'y a pas tout à fait l'unanimité, puisque la Hongrie, le pouvoir du dictateur Viktor Orban, soutient une forme de respect, de défense de la thèse des Russes, ce qui rend les décisions assez compliquées. Il continue à bénéficier d'un approvisionnement important en gaz russe, comme d'ailleurs au moment de la crise Covid, il avait vacciné ses populations avec le Spoutnik, le vaccin russe. La proximité d'ailleurs de Viktor Orban avec les populistes français, les populistes italiens qui vont peut-être prendre le pouvoir nous inquiète. Donc l'Europe a répondu fort et on n'a pas terminé. Nous parlons, je ne sais pas, plus de 50% de nos débats portent sur l'Ukraine actuellement. C'est important pour nous en termes humains, en termes aussi géostratégiques, puisque l'Europe, nous sommes juste à côté. Et puis, c'est important pour que ce projet européen, au fond, qui a été basé, moi je le dis de Strasbourg, hein, qui a été basé sur l'idée du plus jamais ça, parce que les horreurs, parce que les viols, parce que les maltraitances inouïes, les dirigeants de l'époque ont eu cette vision, hein, de tourner le dos et de regarder devant, d'inventer un projet. C'est d'ailleurs juste après la Deuxième Guerre mondiale qu'on invente la Convention européenne des droits de l'homme, qui est quand même un document extraordinaire, qui protège les droits individuels. Donc, et cette guerre, elle revient quelque part après les Balkans, mais c'est vrai que les Balkans, voilà, ça faisait une trentaine d'années, et elle revient juste à nos portes. Eh bien, il faut continuer à se battre pour la démocratie, pour le respect de chacun, et contre les totalitarismes comme celui de Vladimir Poutine en Russie. Alors merci pour vos explications, les uns les autres. Alors moi j'aimerais revenir à l'émotion et à l'action. Aussi, je me tourne vers vous du coup, Vadim Omelchenko, parce que dès les premières heures, en fait, le président Volodymyr Zelensky appelle à l'aide. Il dénonce assez rapidement l'urgence.
et très vite aussi l'inaction. Alors sa communication, c'est une communication de crise aussi, hein. Sa communication a pu crisper les uns ou les autres, car chacun a son rythme de fonctionnement, de prise de décision, une obligation de se réinventer aussi avec ce qui existe déjà. L'Union européenne l'a fait de manière assez rapide d'ailleurs, à son échelle. Est-ce que aussi, notamment, vous comprenez ce besoin de ne pas devenir belligérant pour éviter la globalisation du conflit? Est-ce que toutes ces données, à ce moment-là, vous les avez en tête? Et est-ce que vous comprenez que cette inaction, elle est peut-être liée à ces fonctionnements très difficiles à utiliser justement dans l'urgence du peuple ukrainien, justement? Ну, по-перше, ми просили про допомогу ще до війни. Tout d'abord, nous sollicitions de l'aide même avant la guerre. І в першу чергу про допомогу зброєю. Et tout d'abord, nous sollicitions de l'aide en termes d'armes. І, на жаль, ми її не отримали. Et malheureusement, nous ne les avons pas reçus. Чому? Тому що всі наші партнери вважали, що ми приречені Pourquoi? в разі нападу. Parce que tous nos partenaires considéraient qu'en cas d'une invasion, nous serions condamnés. І тільки після того, як всі побачили наш спротив, Et ce n'était qu'après que nous avons démontré et que tout le monde a vu notre résistance почалася допомога. Que les aides ont commencé à arriver. Я хочу з вами бути чесним. Je veux être franc avec vous là. Щодо того, чи достатньо допомоги, мається на увазі яка? Військова допомога? En ce qui concerne, est-ce que les aides sont suffisantes? Il s'agit de quelles aides? Des aides militaires ou autres? Là, justement, il y a eu des demandes dans les domaines humanitaires, dans les domaines militaires, dans à peu près tous les domaines. Est-ce que la lenteur il y a eu l'aide des vrais gens de la vraie vie, on va dire, qui, eux, ont offert soit un logis, soit des éléments, mais l'aide des institutions, qu'elles soient européennes ou internationales, est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez considéré que, oui, effectivement, ça allait pas assez vite, mais que c'était un peu inhérent à ce qu'elles étaient, peut-être? Знаєте, в першу чергу нам потрібна солідарність. Vous savez, en premier lieu, nous avons besoin de la solidarité. Якщо буде солідарність, то ми разом з вами вийдемо з цієї ситуації, переможемо і будемо будувати абсолютно нову Європу. S'il y a la solidarité, nous, ensemble, ressortirons de cette situation, nous gagnerons ensemble et nous commencerons à bâtir la nouvelle Europe ensemble. От я чую від колег, що це для того, щоб діяти, треба спочатку правильно визначити, що відбувається. Ce que j'entends de la part de nos collègues, c'est que pour agir, il faut au préalable établir un dispositif pour pouvoir en profiter pour avancer. І, на мою думку, не зовсім правильно називати ці події українським конфліктом. Et à mon avis, ce n'est pas correct de traiter ces événements qui sont en train de se produire le conflit ukrainien. Наприклад, президент Макрон вважає, що це сучасна, тотальна війна в Європі. Par exemple, le président Macron considère qu'il s'agit d'une guerre moderne, totale en Europe. Почуйте наших недругів, ворогів, що каже Путін. Він не з Україною воює. Si vous écoutez nos adversaires, nos ennemis, si vous écoutez Poutine, ce n'est pas avec l'Ukraine qu'il fait la guerre. Він воює з західним світом, з цивілізацією. Il fait la guerre contre le monde occidental, contre la civilisation occidentale. Я вас запевняю, що як би ми не чинили спротив, то він би не зупинився
на ж- наших кордонах, Et je він би, vous assure que si on n'avait pas résisté, il ne se serait pas arrêté aux frontières ukrainiennes. він би пішов далі Il serait avancé même plus в Європу, тому що вони вороги цивілізації. vers l'Europe parce qu'il s'agit des ennemis de la civilisation. І вони не хочуть бачити західний світ. Ils ne veulent plus voir le monde occidental. Так що, знаєте, допомога – це і є солідарність. Et vous savez, l'aide, c'est la solidarité. А солідарність – це не тільки співчуття, а ще й розуміння того, що ми захищаємо не тільки свій дім, а ми захищаємо цінності, цивілізацію. Mais la solidarité, ce n'est pas que de la compassion, c'est la compréhension que nous défendons tous ensemble notre foyer commun, notre maison commune, et nous défendons nos valeurs partagées. І наших хлопчиків, яким по 18-20 років, які зараз протистоять російським танкам, кожен з них знає, що він захищає цінності. Et nos jeunes qui sont là pour défendre, pour résister, pour faire la guerre pour combattre contre les chars, ils le font avec cette compréhension, avec cette idée qu'ils sont en train de défendre les valeurs. Я розумію, що це далеко звідси, Je comprends bien, je me rends compte que c'est loin d'ici. але ці хлопці наші, вони переконані, що вони захищають вас в тому Mais числі. nos gars, les jeunes qui sont là, ils se rendent compte bien du fait qu'ils sont en train de vous défendre. Знаєте, в 39-му році здавалося, що війна далеко від Франції. Це була Чехія, Польща. Vous savez, en 1939, on avait l'impression que la guerre, c'est loin de la France. C'était quelque part en Pologne, en Tchéquie. А за рік вони вже були тут. Mais un an après, ils étaient ici. Я думаю, що цього разу так не буде, Je pense que cette fois-ci, ça ne va pas se reproduire. тому що країни світу уроки з цього здобули. Parce que les pays du monde en ont tiré des leçons. Тому, знаєте, от є щодо допомоги. Et alors, vous savez, en ce qui concerne l'aide, Коли була події Другої світової війни, то ви знаєте, що найбільше, чому Де-Голь був в Великої Британії, да? Тому що там був такий центр спротиву. vous savez, quand il y avait ces événements de la Seconde Guerre mondiale, pourquoi est-ce que De Gaulle se retrouvait au Royaume-Uni? Parce que justement, c'était là où il y avait un certain centre de résistance. І так само, як ви кажете, шановний, що Зеленський просить про допомогу, так само просили вони про допомогу в Сполучених Штатах. Et de même façon que vous, quand vous évoquez M. Zelensky qui demande, qui sollicite de l'aide, c'était pareil. Eux, ils sollicitaient de l'aide aux États-Unis, aux autres. І Черчилль тоді сказав, він виступав перед американським сенатом, Et Churchill, à l'époque, il a dit, il intervenait auprès du Sénat américain. і він сказав, ми не просимо, щоб ви брали участь в цій війні. Ми не просимо у вас солдатів. Il a dit, nous ne sollicitons pas à ce que vous vous engagiez dans cette guerre. Nous ne sollicitons pas à ce que vous nous fournissiez vos soldats. Він каже, дайте нам зброю, дайте нам інструменти, і ми закінчимо нашу роботу. Il a dit, donnez-nous les outils et on va finir notre boulot. І ми зараз так само кажемо, нам потрібні інструменти. Et de même façon, nous disons aujourd'hui, nous avons besoin des outils. Що стосується допомоги гуманітарної, матеріальної, En ce qui concerne les aides humanitaires, matérielles, то є два аспекти. Є благодійність, il y a deux aspects. гуманітарний аспект. Il y a cet aspect humanitaire où il s'agit des efforts caritatifs. І тут ми бачимо такі чудеса, яких ми не могли собі уявити. Et là, on est témoin des miracles qu'on ne pouvait pas s'imaginer.
такі жести солідарності, яких ми навіть не могли собі уявити. Il s'agit des gestes de solidarité qu'on ne pouvait jamais s'imaginer. Я кожного дня підписую отаку купу подяк для французів. Tous les jours, je signe un pilier comme ça de lettres de remerciements adressées aux Françaises et aux Français. Кожного дня. Tous les jours. І вони не продовжуються ця. Et cela ne s'épuise pas, ça continue. Це просто захоплює, я просто не перестаю дякувати народу Франції. Cela me passionne beaucoup et je ne m'arrête pas, je ne remercie pas suffisamment le peuple français. Але є другий аспект. Mais il y a un autre aspect. Це те, що буде, коли Україна почне відновлюватися. Ce sont les choses qui vont se produire quand l'Ukraine va commencer à se reconstruire. Цей аспект більш практичний. Il s'agit d'un aspect plus pratique. Я вам видам зараз таку маленьку тайну. Je vais vous faire part d'un petit secret. За місяць ми разом з Берсі, з Міністерством економіки і фінансів Франції, будемо проводити великий форум. Dans un mois, ensemble avec Bercy et le ministère de l'économie et des finances de France, nous allons monter, organiser un forum, un grand événement, На якому уряд України презентує свою програму. dans le cadre duquel le gouvernement ukrainien va présenter son programme. В першу чергу для французьких компаній. Tout d'abord pour les entreprises françaises. Чому? Тому що французькі компанії, це може також сприяти розвитку французької економіки. Це вже буде не благодійність, це вже буде бізнес. Pourquoi? Parce qu'en engageant les entreprises françaises, ça va aussi favoriser et contribuer à la création des emplois, à la croissance économique française. Donc il ne s'agit plus de la charité, il va s'agir bien sûr du business. Уявіть собі територію, яка, ну скажімо, найбільша в Європі країна, велика територія, 40 мільйонів жителів. Imaginez-vous un territoire qui est le plus important en Europe, il est le plus grand, la surface qui est la plus grande en Europe, il s'agit de 40 millions d'habitants. Яка має дуже багато проблем, яка зруйнована. Et qui a beaucoup de problèmes. C'est un territoire qui est détruit. Так ми кажемо, ми запрошуємо на цей ринок. Mais nous le disons, nous vous invitons à rejoindre ce marché. Тому що на цьому ринку, за експертними оцінками, вже є $1 трильйон грошей. Parce que selon les estimations des experts, ce marché est déjà apprécié à $1 trillion. Це довгі, дешеві гроші. Il s'agit des crédits qui ne sont pas chers et qui sont à long terme. Які йдуть Міжнародного банку, Європейського Qui sont Союзу, fournis par les banques internationales, par les institutions de l'Union européenne, інших інституцій. des autres institutions. І я, як посол у Франції, я хочу, щоб Франція зайшла якомога швидше на цей ринок і зайняла свої місця. Et moi, en tant qu'ambassadeur d'Ukraine en France, je veux bien que ce soit la France qui rentre dans ce marché. Щоб французькі компанії отримали замовлення, щоб вони створювали нові робочі Et que місця. les entreprises françaises aient des commandes, qu'elles créent des emplois, Щоб вони розвивали нові технології. qu'elles développent de nouvelles technologies. Тому що амбіція президента Зеленського і наша така, що він не хоче просто відновлювати країну, він не хоче просто, наприклад, відновити будинок, школу, а він хоче, щоб це було на новітніх технологіях, на сонячних батареях, на екологічно чистих матеріалах, застосуванням сучасних технологій. І він хоче побудувати країну, яка буде цікава всьому світу. Parce que l'ambition de M. Zelensky, de notre président, ce n'est pas de tout simplement faire reconstruire notre pays.
son ambition, c'est de monter un pays modernisé, moderne, très avancé, où il ne s'agit pas tout simplement d'une reconstruction d'une maison ou d'une école, mais que ce soit la construction des nouveaux bâtiments avec toutes les nouvelles technologies, où il y aura les batteries solaires qui vont être utilisées, toutes les nouvelles technologies, et que ce soit vraiment un pays moderne et très attractif. От щойно годину тому 5 французьких ЗМІ брали інтерв'ю у президента Зеленського в прямому ефірі. Il y a une heure, il y avait 5 médias français qui ont interviewé Monsieur Zelensky. Donc c'était un entretien un échange qui a eu lieu à Kiev, mais qui passait en direct. І вони задали йому таке цікаве запитання, кажуть: пане президенте, а от щодо відновлення, не буде так, що на цей ринок ви будете запускати тільки американців, тому що вони вам дуже багато допомагають, і тому що вони будуть мати якісь преференції, американські компанії, на цьому ринку відновлення України. Et donc une des questions qui était posée, c'était Monsieur Zelensky, mais est-ce que dans une situation de reconstruction, quand il y aura ce grand marché de reconstruction, est-ce qu'il n'y aura pas cette situation où ce seront les entreprises américaines qui vont être privilégiées, qui vont être favorisées, à ce qu'elles aient les avantages pour accéder à ce marché, à toutes les commandes, et qu'elles en profitent le plus, parce que ce sont les États-Unis qui ont le plus donné? Звісно, що президент Зеленський гарантував, що такого не буде. Et bien sûr que le président Zelensky a donné des garanties que ce ne sera pas le cas. Преференції будуть мати країни, компанії, які першими запропонують вигідні умови. Les préférences et les avantages vont venir à ceux pays qui vont être les premiers à venir à proposer des aides et à proposer leur contribution dans la reconstruction. Знову вибачаю, що я забрав трошки Je більше vous часу. demande encore pardon d'avoir de nouveau pris trop de votre temps, Просто я вважав, що важливо просто пояснити це mais je considérais que c'était important в більш широкому контексті. d'expliquer ça, cet aspect dans un contexte plus détaillé. Merci à vous. Céline Bardet, on parle de reconstruction. Alors pour reconstruire, on dit qu'il faut se reconstruire, même si vous disiez tout à l'heure que c'était bien difficile. Est-ce que dans ce domaine, finalement, à l'international, on n'est pas finalement mieux armé et déjà capable d'aider, d'agir et de participer au niveau des institutions internationales déjà? Ça marche, oui. Ouais. Oui, bien sûr. À l'international, on a beaucoup de systèmes déjà en place, et vous l'avez évoqué sur Rivasso tout à l'heure, mais ça passe aussi, quand on parle de conflit, ça passe aussi, comme je disais, se reconstruire aussi soi. La reconstruction économique, c'est hyper important. Il faut aussi se rendre compte que quand on a un pays qui passe à travers un conflit, et particulièrement quand il est d'une violence extrême, tout est détruit, tout, les institutions, les écoles, la justice, etc. Donc c'est reconstruire tout ça. Ce qui est intéressant, entre gros guillemets, si je peux utiliser ce terme-là, mais c'est que l'Ukraine, et comme vous le dites, c'est aussi une opportunité d'aller regarder vers le futur, quoi. Et de se dire, maintenant qu'on est passé par tout ça, quelle société on veut, alors avec quelles valeurs. Je pense que l'Ukraine l'a très bien exprimé, vers où elle voulait se tourner, et c'est peut-être ce qu'elle paye aujourd'hui beaucoup. Et puis voilà, sous quelle forme. Mais ça passe aussi, bien sûr, par la justice. Et là, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que je trouve que l'Ukraine, en fait, j'avais envie de dire, nous a donné un grand coup de pied. Je n'irai pas plus loin que ça, mais il y a eu quelque chose comme ça, parce qu'on parlait de l'action. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'Union européenne, d'un seul coup, qui était unie et qui était capable d'agir, et d'agir vite. Et peut-être qu'on avait une sorte d'impression que quand même c'était super bureaucratique, et qu'est-ce qui se passe dans l'Union européenne. Donc ça, je trouve que ça a donné une espèce de coup de flash comme ça,
Alors qu'en réalité, moi je travaille avec l'Union européenne aussi depuis plusieurs années, l'Union européenne fait énormément de choses, simplement on ne s'en rend pas compte. L'autre chose que ça a donné, ça a évidemment bougé les liens, toute la géopolitique et tout ça, mais ça a aussi fait bouger la justice. On n'a jamais autant parlé de justice pénale internationale que ces derniers mois. On a eu la Cour pénale internationale qui, là aussi, d'un seul coup, nous a montré qu'elle pouvait bouger, vraiment, rapidement, puisqu'on a eu la Cour pénale internationale qui a ouvert cette enquête très vite avec le procureur qui est arrivé. Et on se trouve aussi dans une situation qui est assez inédite. Alors j'ai entendu beaucoup dire oui, c'est le conflit 2.0 sur la documentation des crimes et tout. C'est pas complètement vrai parce qu'on a eu la Syrie avant, on a d'autres conflits. Bon, la Bosnie, on n'avait pas tout ça encore. En revanche, ce qui est complètement inédit, c'est tout ce travail de documentation pendant le conflit. Et ça pose aussi question. On peut penser que c'est un avantage, ça n'est pas toujours forcément. Mais tout ce travail qui est fait pendant le conflit et avec plein d'acteurs, c'est-à-dire qu'il y a l'engagement du parquet ukrainien, à commencer par eux, parce que c'est eux qui sont compétents, en tout cas les institutions ukrainiennes, la Cour pénale internationale qui est en appui, l'Union européenne et les États européens, et j'allais dire occidentaux, on a aussi les États-Unis qui sont là dans le Canada, qui réfléchissent à, comme vous l'avez mentionné avant, la possibilité d'une forme de tribunal spécial pour l'Ukraine. Donc tout ça, je trouve, pour essayer de remonter un peu et de donner un peu de positif, c'est que je trouve que ça a donné aussi une sorte de vigueur et de lumière sur ça, et qu'on a, nous, en Europe, et on a de la force, on a de la puissance, on a des valeurs, on a le plus jamais ça. J'entends cette phrase, c'est vrai que moi je dis tout le temps, je ne la supporte plus cette phrase, parce que le plus jamais ça, malheureusement, on le revoit, mais ce sont les valeurs vers lesquelles il faut tendre. Et ça demande aussi un effort, c'est vrai, ça demande une attention, ça demande d'être en alerte tout le temps et de ne pas peut-être s'endormir, parce que quand on se retrouve à ouvrir des charniers, c'est là où on réalise que voilà ce qu'on est capable aussi, nous, humains, de faire. C'est pas particulier à une région, c'est pas particulier à une culture, la violence, c'est pas particulier à une religion. Moi, vous l'avez mentionné, je travaille dans énormément de pays dans le monde. Le viol de guerre, c'est partout, dans toutes les cultures, dans toutes les religions, dans tous les conflits. La violence, elle est partout. Donc c'est ça qu'il faut qu'on ait dans la tête tout le temps, et ne pas penser qu'on n'est pas capable de répondre, qu'on n'est pas capable d'être solidaire. Oui, parfois c'est complexe. Oui, il faut discuter. Oui, c'est vrai, il faut débattre et on n'est pas toujours d'accord. Mais on est capable de ça, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, et qu'on est avec vous. Je pense qu'on l'est beaucoup. Je comprends que vous dites peut-être que ce n'est pas suffisant. Mais je pense que là, il y a eu une solidarité internationale qui a quand même été extrêmement forte. Et j'espère que ça ouvrira la route pour plein de choses ensuite. Voilà. On va continuer à développer ces thématiques avec vous, parce qu'on pourrait continuer encore et encore, avec vous dans le public sans doute, pour peu que des questions se fassent jour, que ce soit sur la justice internationale, peut-être poser des questions également à Vadim Omelchenko, qui nous fait la gentillesse et l'honneur de venir répondre à nos questions dans le cadre de ce débat. Et effectivement, oui, il y a des doigts qui se lèvent. Oui, vous avez parlé de le fait que la jeunesse ukrainienne soit éclatée à travers tous les pays européens, et vous avez aussi parlé de la reconstruction enfin tous les pays européens, tous ceux qui les ont acceptés, de la reconstruction de l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que ça peut bloquer cette reconstruction, le fait que la jeunesse ne soit plus totalement dans le pays? Voilà. Ну, перше, ви вже бачите, може вам батьки розповідають, що українська еміграція – це щось інше, ніж те, що ви бачили до цього. Tout d'abord, peut-être que vous avez déjà vu ça, peut-être que vos parents ou les gens que vous connaissez vous en ont fait part. On constate que la migration ukrainienne est un peu différente de celle qui avait été connue avant.
Ну, наприклад, те, що ми бачили декілька років тому, коли була еміграція з деяких країн, то це були переважно молоді люди 25-35 років, Tout d'abord, чоловіки. Tout d'abord, si on évoque les migrations qui ont eu lieu il y a quelques ans, vous avez vu peut-être plutôt des hommes de 20-30 ans qui arrivaient. А з України сюди приїхали переважно жінки і діти. Et ceux qui viennent ici depuis l'Ukraine, c'est pour la plupart des femmes et des enfants. Тому що чоловіки всі захищають країну. Parce que tous les hommes sont là pour défendre leur pays. Це перше. Друге, от ця еміграція ще в тому цікава, що от я зустрічаюсь з нашими біженцями, і у них два бажання. Il y a encore une particularité de cette migration, c'est que quand je fréquente les personnes déplacées, il y a deux questions qui sont posées le plus fréquemment. Перше, якомога швидше повернутися на батьківщину. La première question qui porte sur la possibilité de retourner en Ukraine au plus vite. І друге, це знайти якусь роботу, тому що їм соромно сидіти на шиї у Франції. Et la deuxième question qui porte sur la possibilité de trouver un emploi parce qu'ils ont honte de se voir parasiter sur la France. І от зараз потік біженців в бік України набагато більше, ніж потік біженців з України. Et maintenant, le flux des réfugiés ou des personnes déplacées vers l'Ukraine, il est plus important que le flux des déplacés qui vient de l'Ukraine. Так що все буде добре. Donc tout va aller bien. Bonjour. Suite aux dernières déclarations de Vladimir Poutine, et plus précisément sur la menace nucléaire, quelle est votre réaction et votre avis par rapport à cela? Ну, по-перше, значить, от дивіться, чому ми кажемо, що він фашист, і що, да. Tout d'abord, si vous voyez, pourquoi est-ce qu'on le traite de fasciste? І що він такий, знаєте, як в фільмах про Джеймса Бонда, ворог людства. Et pourquoi est-ce qu'on le voit comme un personnage méchant, comme vous voyez dans des films sur James Bond, un méchant contre le monde entier? Ви побачите, що він робить. Si vous voyez ce qu'il fait, В сучасній історії це ніхто такого не пам'ятає, щоб хтось погрожував світу, він вже не тільки Україні погрожує, він погрожує Франції. dans le monde contemporain, personne ne peut évoquer quelqu'un d'autre. C'est une histoire sans précédent qu'il menace. Et en fait, il passe des menaces. Ce n'est pas des menaces qui sont adressées vers l'Ukraine ou que vers l'Ukraine. C'est le monde entier qu'il menace. Він погрожує ядерним ударом. Il menace avec des coups nucléaires. Тоді як світ існував на тому, що ядерна зброя всіми рахувалась як знаряддя стримування. Tandis que le monde, для того, щоб не було війни. tandis que le monde entier était organisé et basé sur le principe ou le concept que les armes nucléaires, ce sont les armes de dissuasion. Justement, ce sont les armes pour arrêter les agressions. Далі, другий виклик, друга погроза, яка виходить від цієї самої персони. Maintenant, un deuxième défi ou une deuxième menace qui émane de cette même personne. Якщо ви, Європа, не будете виконувати те, що я кажу, я вам відключу енергоносії. Il dit, si vous, l'Europe, ne vont pas suivre les consignes que je vous donne, dans ce cas, je vais vous couper les ressources énergétiques. От ви, коли почнете замерзати взимку, ви до мене на колінах прийдете. Alors, vous allez avoir froid en hiver et vous allez vous agenouiller et venir me solliciter. Третє. Не працюють ці загрози, тоді він каже,
да, ну тоді я зроблю голод в Африці і в Азії. Une troisième chose, ces menaces ne marchent pas et alors, dit-il, bah, je vais monter, je vais provoquer une famine dans les pays de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Він заблокував українські порти, Il a bloqué les ports ukrainiens через які йшло постачання в країни Африки, Азії 40% продовольства. par lesquels les livraisons des produits alimentaires passaient pour les pays africains et les pays asiatiques. Et donc, il s'agissait de 40% des livraisons alimentaires. І він каже, от коли почнеться в тих країнах голод, цинічно, він це каже Et de прямо. façon cynique, il le fait. Il dit, mais quand vous verrez qu'il y aura de la famine dans ces pays, Тоді в Європу хлине потік еміграції Е, новий, et vous verrez alors qu'il y aura de nouveaux flux de migration de ces pays pauvres qui vont se diriger vers l'Europe. От уявіть собі, да? Imaginez-vous ce genre de menace. Це морально Est-ce que c'est moral погрожувати світу такими речами. de menacer le monde avec ce genre de choses? Ми з вами будемо виконувати ці умови, Est-ce qu'on va subir et est-ce qu'on va se mettre à mettre en œuvre ces revendications? поки що у нього нічого не виходить. Pour le moment, il ne parvient pas, il échoue. У нього виходить, знаєте, з ким? Vous savez avec qui ça marche? Там, де працює корупція. Ça marche là où il y a la corruption qui marche. Ви знаєте, ви можете, я знаю, що молодь завжди критично навлаштована до своєї влади і так далі, це нормально. Je sais, et c'est une chose normale, que les jeunes soient normalement critiques par rapport aux générations qui sont plus âgées, à leur gouvernement, aux dirigeants. Але я хочу сказати, що Франція, французькі інституції, незалежно від того, хто зараз знаходиться фактично при владі, французькі інституції роками диверсифікували французьку економіку. Mais je peux vous dire que les institutions françaises, indépendamment des partis politiques qui étaient qui gouvernaient le pays, pendant des années, les institutions françaises faisaient des efforts pour diversifier les sources d'énergie. І ви знаєте, що Франція абсолютно застрахована від цього шантажу енергопостачання. Et vous savez bien que la France elle est bien protégée par rapport à ce chantage avec les ressources énergétiques. Тому що Франція має ядерну енергетику, Parce que la France jouit de l'énergie nucléaire. тому що кількість газу, яка вона брала у Росії, був десь 10 з чимось відсотків, які швидко компенсували. Parce que les volumes du gaz qui avait été consommé par la France, ça montait peut-être à 10%, et c'est un volume qui a été vite récompensé par d'autres ressources. Порівняно, наприклад, з Німеччиною, якої її лідери, ну, вибачте, у мене фактів немає, але тут всі про це кажуть, що це була корупція. À comparer avec l'Allemagne où tous les leaders se comportaient d'une façon certaine, moi je ne dispose pas de faits pour présenter, mais quand même il y en a beaucoup qui le disent qu'il s'agissait quand même d'une corruption. Так от, залежність Німеччини була близько 70%. Et la dépendance de l'Allemagne était remontée à environ 70%. Ну, а тепер останнє. Як Е. ми ставимося до цих погроз? Et une dernière chose, comment est-ce qu'on perçoit ce genre de menaces? Ми на них не зважаємо, Nous не звертаємо уваги. nous n'y prêtons pas d'attention. Як би ми на кожну загрозу реагували, Si on réagissait à toutes les menaces, ну все, треба ça закривати aurait été foutu, країну. ça aurait été fini pour notre pays. Але ми не реагуємо, і вже світ не реагує на цей Mais nous шантаж. n'y réagissons pas à ce genre de chantage et le monde, il arrête de réagir à ce genre de chantage. І ми йдемо вперед
Et nous avançons. І ми абсолютно впевнені, що зараз відкривається новий шанс для світу. Et nous sommes tout à fait certains qu'il y a une nouvelle chance qui s'ouvre pour le І monde. що це буде дуже гарний урок для всіх авторитарних правителів. Et que ce sera une très belle leçon pour tous les régimes et tous les dirigeants autoritaires. Тому що так виходить, що ресурси чомусь природні знаходяться в їх руках. Parce qu'il s'avère que c'est vrai que les ressources naturelles souvent se trouvent dans les mains de ce genre de régime ou dirigeants. От скажіть, будь ласка, ви ж мрієте про екологічно чисті технології, перехід на нові чисті види енергії? Mais dites-moi, est-ce que vous rêvez du passage écologique, du passage vers les sources d'énergie qui sont saines, qui sont écologiques? Але як це може бути, коли Росія буде постачати дешевий газ, і цим взагалі їм не вигідно, щоб світ переходив до цього? Mais comment est-ce que, Щоб була ця трансформація? est-ce que ça peut être possible si le monde continue à consommer le gaz russe qui n'est pas trop cher et que la Russie, elle fait exprès de l'utiliser, de l'exploiter et c'est la Russie qui est vraiment intéressée à ce que cette situation persiste, elle reste comme ça. Дякую. Merci. Alors je sais qu'on est vendredi soir, vendredi en fin d'après-midi, et que ça fait déjà une longue journée de géopolitique pour beaucoup de personnes ici présentes, mais c'est quand même l'occasion de discuter avec des personnalités d'une rare qualité. Si d'autres questions se font jour, c'est le moment, avant de vous libérer bien sûr. Bonjour Monsieur l'ambassadeur et bonjour tout le monde. Je compatis votre douleur et je salue à travers vous le peuple ukrainien et j'encourage aussi le président Zelensky. Monsieur l'ambassadeur, croyez-moi aujourd'hui, la guerre en Ukraine est un défi humanitaire et qui touche chacun de nous. Je m'appelle Madame Djarma, je viens de l'Afrique. Étant donné que je viens d'un continent qui a été dévasté par la guerre, je comprends votre douleur et je compatis avec vous. J'ai beaucoup de respect pour vous et pour les diplomates ukrainiens. Moi, dans votre discours précédent, il y a des phrases qui m'ont vraiment tenu. Vous avez dit celui qui a déclaré la guerre est coupable. Donc, à ma connaissance, depuis 1989, la chute de la mur de Berlin, la question de l'Union soviétique l'OTAN a été aussi effondrée. Pourquoi aujourd'hui, en 2022, déclarer la guerre en Ukraine en évoquant l'OTAN? Aujourd'hui, qui est coupable à votre avis? Est-ce que M. Poutine essaie de sauver la Fédération russe, les coupables? Est-ce que l'Union européenne essaie de retirer l'Ukraine des fédérations russes coupables? Ou bien certains propos du président de la France, M. Emmanuel Macron, il a dit même, il a donné des propos aussi provoquants en Russie, de la part de Poutine, en disant la riposte sera énorme. Moi, je voudrais savoir qui est coupable. Merci. Alors après, on rappelle que c'est difficile quand même en rappelant bien sûr qu'on ne peut pas juger en temps réel, mais la question étant... Я вам дуже дякую, тому що ви дали мені можливість попрацювати з російськими наративами. Je vous remercie vraiment parce que vous m'avez donné l'occasion de travailler un peu avec les narratifs russes. Тому що це їх пропаганда каже про якусь загрозу від НАТО. Parce que c'est bien la propagande russe qui parle d'une menace éphémère qui émane de l'OTAN. Скажіть, будь ласка,
кому НАТО погрожує? Dites-moi, qui est-ce que l'OTAN menace? Ви чули, як Макрон казав, що у НАТО смерть мозоку? Est-ce que vous avez peut-être entendu Macron dire que l'OTAN, il s'agit d'une mort du cerveau? Кому воно погрожує? Кому воно може погрожувати? À qui est-ce que l'OTAN peut menacer? Хто нас тягнув в НАТО? НАТО нам відмовляло. Ми просились, НАТО відмовляло. Qui était-ce qui nous tirait vers l'OTAN? C'était nous qui sollicitions à rejoindre l'OTAN et l'OTAN nous refusait. І Путін прекрасно знав, що у нас шансів вступити до НАТО немає. Et Poutine, il avait parfaitement la compréhension du fait que nous n'avions aucune chance de rejoindre l'OTAN. Скажіть, будь ласка, от зараз ми бачимо по російських каналах повну істерику, і коли вони проважають своїх п'яних чоловіків вбивати українських дітей, то вони з випущеними глазами кажуть: НАТО прориває наші кордони. Яке НАТО? Які Si кордони? vous regardez la télévision russe, vous verrez là des foules qui sont recrutées. Il y a toutes les femmes qui viennent dire au revoir à leurs hommes qui partent vers la guerre. Leurs hommes qui sont tous ivres, qui font la fête pour partir vers la guerre. Et à la télé russe, avec des yeux grands ouverts, on explique, mais c'est contre l'OTAN qu'on va faire la guerre et c'est l'OTAN qui est l'agresseur. А тепер моє питання до вас. Maintenant, la question que je vous pose à vous, Хто винуватий? qui est coupable? Той, хто зайшов в суверенну країну, Celui qui est rentré dans un État souverain? той, хто нищить українські міста, Celui qui a envahi l'État souverain ou qui détruit les villes paisibles, civiles? той, хто вбиває дітей, Celui qui tue les enfants? це ми на них напали? Est-ce que c'est nous qui avons agressé? Так хто винуватий? Alors qui est coupable? Той, хто погрожує світу ядерною бомбою, Celui qui menace le monde d'une bombe nucléaire? і ви хочете сказати, що лідери світу, і Макрон, і Байден, мають мовчати? Et vous voulez dire que les leaders du monde, et Macron et Biden, ils doivent se taire? Я вам дуже дякую за запитання. Je vous remercie Ви vraiment мені de дали votre можливість Et de cette possibilité de parler des narratifs russes. Merci beaucoup. Alors j'avais promis une demi-heure de questions, tout le monde. Alors je vous déconseille de sortir, il pleut, restez, au moins vous êtes à l'abri. J'avais promis donc une demi-heure des questions. Il reste donc une ultime question qui nous vient de Bretagne, visiblement. Allez-y, monsieur, posez-la. Je crois qu'après nous conclurons. J'espère que c'est une bonne question. Ah ouais, je me lève. Bon, je vais me lever. Est-ce que le peuple russe peut comment faire une révolution et détrôner Poutine? Est-ce que ça peut être envisagé? Est-ce que Vous posez la question à l'ambassadeur là. ouais, mais il y a peut-être des infos qu'on ne connaît pas. Il y a eu des manifestations, mais pour l'instant. Я дякую вам за запитання, тому що це також важливо. Je vous remercie pour cette question parce que c'est très important aussi. Знаєте, як ми хотіли, як ми бажали, надіялися на те, що російський народ буде проти. Est-ce que vous savez à quel point nous voulions et nous espérions et que nous attendions à ce que le peuple russe soit contre, soit opposé? Вибачте, я навчався в Росії. Президент Зеленський багато працював в Москві. Moi, j'ai eu une formation en Russie. Le président Zelensky, il a travaillé beaucoup en Russie. І
тобто всі мають зв'язки і друзів, і Tous les родинні Ukrainiens, зв'язки. ils ont des relations, des amis, des familles. Ми не могли собі уявити ефекта від пропаганди. Nous ne pouvions pas nous imaginer l'effet de la propagande. Ви знаєте, що після Другої світової війни професійні психіатри з Канади обстежили населення Німеччини. Вони хотіли зрозуміти феномен. Vous savez qu'il y avait ce point dans l'histoire quand, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait les psychiatres qui venaient du Canada, des autres pays, qui ont fait l'analyse et qui ont fait l'étude sur l'état psychologique des Allemands. І вони виявили колосальний ефект від 20 років Et ils промивання ont мозку. révélé un effet colossal des 20 ans de la propagande allemande nazie. Люди не хотіли вірити в те, що поруч з ними щось відбувається. Les gens ne voulaient pas, les gens étaient réticents à croire à ce que, à côté de chez eux, des choses atroces se produisaient. Коли я бачив, це на Арте був документальний J'ai фільм, vu un film documentaire sur Arte це жах. qui en parlait de cette... Німецьких жінок, які погодились на соціальне спілкування, ці лікарі привозили в Дахау, який був від цього міста в 20 кілометрах, привозили в Дахау, і деякі з них говорили, скільки Голлівуду коштувала ця декорація. Parce que dans ce film, on voyait les femmes, on voyait les témoignages sur les femmes allemandes qui acceptaient de participer au dialogue social. Donc on les faisait venir au camp de concentration à Dachau. Et quand elles voyaient ça, il y en avait parmi elles qui disaient « Mais combien est-ce que ça a coûté à Hollywood de monter ce genre de décoration ?» Я вчора бачив портпароль російського посольства, який був на BFM TV. Hier, j'ai vu le porte-parole de l'ambassade russe qui intervenait à BFM TV. Який казав, дивлячись в камеру, що Буча – це фейк, Et lui, il regardait direct dans la caméra et il disait que Boucha, c'était du faux. що в Ізюмі ніяких мирних зі зв'язаними руками і з пулями в скроні не було. Et qu'il n'y avait pas à Izium les corps avec des bras rattachés derrière et avec des traces de balles dans le Давайте crâne. спитаємо у французьких жандармів, експертів, які брали участь в ексгумаціях. Mais si vous posez la question aux gendarmes français, les experts qui sont venus participer aux exhumations, Але я вас закликаю дуже серйозно. mais Це війна від вас далеко, je vous appelle vraiment de façon grave, très sérieusement. La guerre, c'est à distance, c'est loin d'ici. а от дух фашизму, він вже тут. Mais l'esprit du fascisme, il est déjà là. І не тільки у Франції, всюди в Європі. Et pas qu'en France, dans toute l'Europe. У Франції він присутній в вигляді популізму. En France, il existe sous la forme du populisme. Знаєте, що таке? Так на цьому Гітлер владу свою Mais будував. c'est bien sur le populisme que Hitler a bâti son pouvoir. Тому що популізм починається з того, що хтось пропонує прості рішення під час кризи. Parce que le populisme, il commence par des gens qui proposent des solutions simples dans une situation de crise. Да? От давай, я ж чув від французьких Oui, j'ai bien entendu des politiques français proposer des solutions simples. кажуть, завтра дізель має повернутися на 1 євро. Disons, demain, le diesel, il doit coûter 1 euro. Браво, Bravo. браво. Розумієте? І на цьому проходять в парламент. Et c'est avec ça qu'on passe au Parlement. Це жах. C'est atroce. Тому що так було в 30-ті Parce que роки. c'est bien le genre de choses qui s'est produit dans les années 1930. І друга складова Et un deuxième élément популізму du populisme, – це вирішувати питання за рахунок c'est когось. de régler des problèmes au compte de quelqu'un d'autre.
Наприклад, за рахунок українців, Par exemple, au compte des Ukrainiens, за рахунок мігрантів, au compte des migrants, вигнати всіх. У нас одразу chasser вищий les, рівень les життя. tous de la France et on va tous vivre merveilleusement. Розумієте? Voyez? Це ознаки фашизму. Ce sont des indices, ce sont des marques de fascisme. І третє – це байдужість. Et le troisième chose, c'est indifférence. Це далеко від нас, це не наш. On s'en fout, c'est loin, ce n'est pas à nous ce problème. Тобто, ще раз кажу, от ми на це дуже сподівалися. Je me répète, mais on l'espérait vraiment. Знаєте, я прошу пробачення знову у модератора, але ви Je redemande чіпляєте pardon такі encore à nos animateurs, струни. mais vous tirez les ficelles qui sont très sensibles. В Росії може бути все. En Russie, tout peut se produire. В будь-який момент. À tout moment. Знаєте, вони ж закрутили, от уявіть собі, да, кастрюлю, на яку закрутили кришку. Parce qu'ils ont mis les éléments dans une casserole et ils ont soudé la couvercle. І поставили на вогонь з Et водою. ils ont mis sur cette casserole sur le feu. От Росія – це така кастрюля. Et la Russie, c'est ce genre de casserole. Я був свідком, Et moi, j'étais témoin як розпався Радянський Союз. de l'écroulement de l'Union soviétique. Імперія. C'était un empire З величезною армією, avec une armée énorme набагато більшою, ніж зараз. qui était bien plus nombreuse que maintenant, Менш корумповано. moins corrompue. Так от, на період, коли за 3 дні Радянського Союзу не стало, Et donc, en 3 jours, quand l'Union soviétique a cessé d'exister, на цей час було 19 мільйонів членів комуністичної партії. la veille, il y avait 19 millions de membres du Parti communiste. І я вам хочу сказати, щоб це були переконані люди. Et je peux vous dire qu'il s'agissait des membres très actifs, convaincus, des militants. 19 мільйонів. 19 millions. Далі, мільйонів 5-6 офіцерів Il y avait КДБ. aussi environ 5 ou 6 millions d'officiers de KGB. Ви розумієте, що це таке? Vous vous imaginez du Це nombre? диктаторська спецслужба, Et il s'agissait d'un service spécial du régime de їх було dictature. 5 мільйонів, але вони контролювали Ils étaient 5 все. millions, mais ils contrôlaient tout. Їх представники були на будь-якому Leurs фабриці, représentants se retrouvaient à toutes les університеті і так entreprises, далі. à toutes les facs, partout. Так от, за 3 дні En 3 jours, вони кудись зникли. ils sont disparus. Ніхто досі не може, я не можу зрозуміти, коли Personne, вони moi, je ne peux pas Так що comprendre в où est-ce Росії qu'ils може sont бути disparus. все. Alors, en Russie, tout est possible. Але зараз, розумієте, maintenant- у них традиційно стимулюється рабська психологія, Vous на voyez, жаль. ils ont une tradition de stimuler la psychologie d'esclaves. І зараз ми з вами бачимо 2 потоки. Et aujourd'hui, nous sommes témoins de 2 tendances. Перша частина, яка біжить з Росії. Il y a une première partie des gens qui fuient la Russie. Друга частина, яка радісно з піснями Et їде une вбивати deuxième partie українців. qui est tout à fait ravie à accepter d'être recrutée et à aller faire la guerre. Alors, Я не бачу поки що Pour le якоїсь moment, je ne рушійної vois pas de сили, moteur, de force moteur яка б могла там щось зробити. qui pourrait y faire bouger des choses. Alors, je vous ai menti, il y a une dernière question. Il y a une dernière question, et alors on me demande de la laisser, et surtout, il faudrait y répondre assez rapidement, visiblement, de manière concise. Allez-y. Пане я хотіла тільки вам сказати дякую, що ви тут прийшли, і слава Україні. Justement, je traduis pour l'audience, c'est que la demoiselle elle est venue pour dire merci d'être venue ici et gloire à l'Ukraine. Tout est dit. Merci aux plus résistants d'entre vous qui êtes restés jusqu'au bout. Merci à tous nos intervenants.
naturellement François Rivasso, Fabienne Keller, Céline Bardet et bien sûr son Excellence Vadim Omelchenko. Merci à vous, à tous, d'avoir pris de votre temps pour participer à ce débat et merci à vous d'y avoir participé et d'y avoir assisté. Merci encore. Merci en Normandie.